Bienvenue dans Une voix pour elle, la série de podcasts qui met en lumière les parcours inspirants des femmes qui façonnent l'avenir du numérique au sein de CGI. Dans chaque épisode, vous découvrirez des histoires uniques, des parcours, des défis et des réussites qui prouvent qu'il n'y a pas de limite quand on ose se lancer dans ce secteur. Ces femmes passionnées, audacieuses et visionnaires partagent avec nous leurs expériences, leurs ambitions et leurs conseils pour prendre sa place dans un monde en constante évolution. Alors c'est parti, installez-vous confortablement et écoutez-les ouvrir la voie. On commence par le commencement. Sophie, est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton prénom, ton âge, d'où tu viens, depuis combien de temps tu es chez CGI et surtout ce que tu y fais? Alors, je suis Sophie, Sophie Vanel. J'ai presque 44 ans le mois prochain. Vous pouvez m'envoyer un petit mot si vous voulez. Et j'ai grandi en région parisienne, à Courbevoie, dans le 92. J'ai intégré CGI du coup en 2018. Donc, ça va faire 7 ans que j'y suis. Je suis rentrée en tant que directrice DCE, donc directrice consulting expert, et j'ai évolué vers un rôle de vice-présidente experte. Voilà. Donc, qui je suis, c'est toujours une vaste question, je trouve. Je trouve que je suis la même, en fait, dans ma vie privée et ma vie pro. D'ailleurs, l'un et l'autre se sont construits en écho. On est tous multiples et du coup, en fait, mes passions, mes valeurs, tout ça, en fait, ça s'entremêle et se retrouve dans mon métier, mais aussi, je pense, la façon dont je suis avec mes collègues. Donc, d'où je viens, qui je suis, je pense que je suis une femme profondément humaine. Le travail d'équipe, pour moi, est très important et d'ailleurs, c'est ce qui donne du sens à une grande partie de mon travail. Je suis aussi une femme persévérante, travailleuse. Je pense que mes parents m'ont transmis la valeur du travail et donc voilà, j'ai appris après avec le temps à viser l'excellence et non la perfection, ce qui est souvent le travers de beaucoup de filles devenues femmes. Aussi très créative, on le retrouve, je pense aussi dans ma façon de travailler. J'ai besoin de créer, d'innover, de m'adapter et en parallèle du coup voilà dans ma vie perso, c'est plutôt sculpture, bricolage, menuiserie, peinture. Voilà, et puis je crois que j'ai aussi une grande ouverture sur la différence et la nouveauté. Donc voilà, et vu qu'on est dans une industrie qui évolue très rapidement, qui se renouvelle très rapidement, je trouve que c'est plutôt un atout. Et puis il y a aussi un aspect chez moi très fort qui est l'international, sous toutes ses formes. J'ai une passion pour les langues étrangères, mais voilà, la différence au sens général. J'ai vécu et travaillé 15 ans à l'étranger avant de revenir il y a 7 ans m'installer définitivement, en tout cas intégralement en France. Et puis voilà, il y a aussi dans qui je suis, maman récemment d'une petite fille qui va avoir 1 an le mois prochain et qui fait mon plus grand bonheur. Et qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite? Moi, je rêvais d'être Freud, mais au féminin et appliqué à ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. Donc, c'est l'art-thérapie. C'est comment on soigne les maux du corps, du cœur et de l'âme avec l'art, au travers de l'art. Et d'ailleurs, je trouve que d'une manière générale, l'art au sens large, que ça soit la création avec ses mains, mais aussi l'art... la lecture, l'art dans toute sa grandeur, ont un pouvoir extraordinaire, je trouve, pour soigner les maux d'une manière générale, mais pas que, dans le sens où pour moi la thérapie c'était aussi une façon donc, de concilier ma passion pour la création avec voilà le soin, mais au final quand on regarde la thérapie, c'est aussi, je trouve, un précieux allié pour se projeter et s'affranchir finalement des codes et des injonctions de la société, de notre éducation, pour être vraiment qui on veut être, soi. Donc de la psychanalyse à l'informatique, il y a quand même un monde, même si on voit que tu fais quand même le lien entre ces mondes. Est-ce que tu peux m'expliquer le parcours qui t'a amené jusqu'à nous? Moi, je te parlais de la Gestalt thérapie, mais au final, la thérapie
pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon éducation, même de ma vie au sens général, puisque j'ai grandi entourée de médecins, infirmiers, coachs, psychologues. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma dynamique, on va dire, intellectuelle. Et du coup, très naturellement, moi, j'ai grandi avec tous ces bouquins de grands auteurs qui ont marqué l'histoire de cette discipline. Et donc, je me suis orientée vers des études, effectivement, de psychologie à la Sorbonne. Et une fois diplômée, je me suis rendu compte que c'était passionnant. Mais que ça restait finalement plus sur un plaisir intellectuel. Et je me voyais pas, je me disais à 24-25 ans, j'ai rien vécu de la vie, comment est-ce que moi je peux accompagner des hommes, des femmes, des enfants alors que j'y connais rien, quoi. Je connais que l'université, l'école. Et donc, c'est là j'ai eu un autre besoin qui était, d'être alignée avec moi-même et aussi, honnête par rapport aux autres. Et du coup, je me suis dit, il y a un autre pendant chez moi qui est très important, qui est l'international. Et j'avais très envie de découvrir le monde au final. J'avais besoin, une sorte de soif de découvrir l'autre avec un grand A, de découvrir comment on voyait le monde différemment dans d'autres pays, dans notre culture. Et puis, étant passionnée par la langue étrangère, j'avais à mon arc le français bien sûr, mais l'anglais, l'allemand, l'espagnol et puis après le chinois qui est venu. Voilà, j'avais vraiment besoin de partir vivre ma vie, quoi. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers une école de commerce, donc Subdeco à Rennes, qui est maintenant, je crois, Rennes International Business School, qui offrait à l'époque le plus de doubles diplômes et de parcours aussi en différentes langues. Ce qui me permettait moi aussi d'avoir un bagage qui soit reconnu un peu partout à l'étranger. Donc c'est comme ça que je suis arrivée sur un parcours très généraliste, ne sachant pas ce que je voulais faire. Et surtout, ça me permettait d'avoir une connaissance de l'entreprise, une connaissance du monde au final, puisque l'économie quand même régit beaucoup de choses dans notre quotidien. Et donc c'était très formateur, très intéressant et encore une fois définitivement un bon choix. C'est ce qui m'a permis du coup de partir après à l'étranger, de construire ma vie autrement. Mais un point important que je voudrais quand même souligner, ce parcours-là que j'ai eu professionnel, il est très marqué par les rencontres. Tous les postes que j'ai pris dans ma vie professionnelle ont été le fruit de rencontres. J'ai répondu à des annonces de job, mais ce sont vraiment des rencontres qui ont donné lieu à soit des ouvertures de postes ou à des propositions qu'on a pu me faire. Et quelque chose qui peut-être est moins vrai aujourd'hui, mais qui est à l'époque, c'est la façon de cultiver, créer, enrichir son réseau. C'est pas un mauvais mot, c'est justement un mot que je trouve très important déjà parce que ne serait-ce que pour soi, ça ouvre les chakras et heureusement on ne sait pas tout, on apprend tout le temps, toute la vie. Et au-delà de ça, c'est ce qui fait en fait qu'on ouvre des portes. Et moi, tous mes postes, tu me vois comment je suis passée de la psycho au final à l'informatique, et entre deux, il y a eu des choses, mais ce sont des rencontres. C'est des rencontres avec des gens qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont fait confiance, qui ont fait aussi des paris sur moi parfois, parce que le lien n'est pas forcément évident entre psycho et informatique au début. Et voilà. Et ça, c'est vraiment, je pense, très important. Il y a un message à passer, que le réseau, c'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas réussir seul. Je doute qu'on puisse réussir seul, en tout cas. Et même humainement, je trouve ça très riche de pouvoir s'entourer et ouvrir son esprit à d'autres façons de faire, de voir les choses, qu'on soit en accord ou en désaccord. Ok, cette ouverture de porte là dont tu parlais sur l'international, j'ai cru comprendre que tu l'avais ouverte pendant longtemps, puisque tu avais passé 15 ans à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience qui, je crois comprendre, a été quand même très formatrice? Oui, on dit que les voyages forment la jeunesse et j'y crois profondément. Moi, je rêverais d'un système français qui soit un peu à l'image des pays nordiques ou américains, où après le bac, on part un an à l'étranger avant de s'engager dans une voie. Très rapidement, moi, je trouve ça très troublant dans le système français qu'on attende de nous de savoir très tôt ce qu'on veut faire et qui on veut être. Moi, en toute franchise, j'en savais rien et je pense que je change de projet de vie régulièrement parce que justement, il est enrichi de rencontres et de la vie d'une manière générale. Et donc, après Subdeco, moi, je suis partie en Chine faire un MBA.
C'était un exec MBA, donc immersion totale avec des équipes et des collaborateurs, des étudiants en tout cas chinois, mais qui revenaient au moins de 10 ans de parcours pro. Et ça a été un choc culturel voulu, souhaité, mais effectivement parfois dans la douleur. Donc parce que le rapport au travail, le rapport au groupe, le rapport à l'individu est très différent de notre rapport à nous dans une culture plus occidentale. Je te prends un exemple. Voilà, nous on est vraiment invités à être différents, à sortir du lot, à être créatifs. Et alors que je suis arrivée dans une culture où justement il fallait jouer le jeu du groupe, il fallait surtout pas se faire remarquer, il fallait pas dire des choses différentes du groupe pour préserver l'harmonie. Donc forcément c'est perturbant. Et c'est aussi, je trouve, très formateur. Ça t'oblige à penser contre toi-même, à t'adapter à des modes de fonctionnement qui sont très différents de tes modes de fonctionnement natifs, en quelque sorte, par ta culture. Voilà, donc moi j'ai appris beaucoup de choses, la diplomatie, la patience, le test and learn, comme on dit. Parce que au début je voulais m'arracher les cheveux parce que c'était tellement différent de moi, et après c'est vraiment une position basse et d'humilité pour dire ok, moi je suis invitée dans ce pays, donc c'est à moi de me conformer, c'est à moi de mettre de l'eau dans mon vin, c'est à moi de faire preuve de souplesse. Voilà, donc j'ai commencé par la Chine, et puis après ce MBA j'ai voulu travailler en Chine, et je te parlais de rencontres. Moi je savais pas ce que je voulais faire, mais je voulais travailler en Chine, voilà. Et j'ai rencontré quelqu'un dans l'industrie du textile, ce qu'on appelle une trading. Donc c'est une boîte qui est intermédiaire entre les marques de textile et puis les usines qui fabriquent ces vêtements. Et cette personne avait donc une usine au Bangladesh pour faire des produits en coton. Il voulait ouvrir un bureau de trading à Shanghai. Et il fallait monter le bureau, recruter les équipes, créer le réseau de sourcing, gérer les commandes de l'appel d'offres, on va dire, à la commande quand elle est remportée, du coup, toute la production et l'envoi par bateau ou avion de la commande. Et ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que je n'aurais pas eu cette liberté-là, cette confiance-là en France. Et je me suis retrouvée à nourrir vraiment ce côté un peu entrepreneurial, on va peut-être dire intrapreneurial, parce que c'était pas mes billes. Et c'était super. Et donc j'ai fait 4 ans comme ça. Et au bout de 4 ans, j'étais fatiguée. Parce que du coup j'étais sur le pont quasiment tout le temps avec le décalage horaire, et je suis rentrée en France, j'avais besoin de me ressourcer, forte quand même d'une expérience où j'avais dû très jeune manager des équipes au Bangladesh avec une culture musulmane très forte, qui était très différente d'une culture chinoise, et encore plus différent de ma culture occidentale en management, et puis négocier, développer, faire des erreurs, apprendre. Donc ça a commencé comme ça, puis après j'ai rejoint, une fois arrivée en Europe, j'ai rejoint American Express, où j'ai fait 10 ans, et j'ai été recrutée pour participer à la création du cabinet de conseil d'Amex, et puis d'une toute petite équipe, on a grossi. Et très rapidement d'un rôle de conseil en stratégie, en optimisation financière, moi j'ai développé une branche qui avait trait à l'humain, à l'homme, puisque je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir les plus belles stratégies financières d'optimisation, tout ce que vous voulez, si on n'embarquait pas les hommes derrière, si on mettait pas du sens dedans, si on ne tenait pas compte d'eux, et ce qu'on espérait comme retour financier faisait souvent des coups d'épée dans l'eau. Donc j'ai adossé cette partie humaine à la transformation qu'on pouvait promouvoir chez nos clients ou définir avec nos clients. Et ça m'a permis de travailler dans différents pays, un peu sur tous les continents. Pareil, avec à chaque fois un choc culturel, mais un choc aussi humain, dans la façon de travailler, dans la façon de... le rapport au temps, le rapport à ce qui est attendu en termes de qualité, le rapport aussi à l'homme, comment on considère les collaborateurs. Voilà, donc 10 années comme ça, qui m'ont permis de développer une approche très riche au final de l'engagement salarial dans les projets. Et puis au total, au bout de 15 ans, j'ai eu besoin de me réinstaller vraiment en France. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée chez CGI. Pareil, au travers d'une rencontre avec Monsieur Philippe Calvet, qui a joué un rôle très important dans cette nouvelle étape de ma vie. Et comment s'est passée ton arrivée chez CGI et qu'est-ce qui t'a attiré vers cette entreprise ?
Alors, je connaissais la culture de CGI, mais surtout la culture de Unilog Logica, qui après a été racheté par CGI. Et quand j'ai rencontré Philippe Calvet, ça pas très longtemps, mais quelques années, peut-être 4-5 ans que CGI avait racheté le groupe. Et moi, c'était avant tout des valeurs dont j'avais connaissance, des valeurs humaines, des valeurs d'équipe, des valeurs d'intrapreneuriat ou entrepreneuriat, cette volonté voilà, de créer, de produire, de se développer, d'aller chercher ce qui va faire la différence. C'est des valeurs qui me parlaient beaucoup. Et puis, c'est quelque chose que j'ai vraiment rencontré sur le terrain quand je suis arrivée chez CGI, et j'ai vraiment vu cette place à la parole de chacun, du stagiaire au big boss, cette accessibilité aussi de chacun, où on pourrait dire un peu presque une hiérarchie un peu flat dans les usages, où tu peux très bien frapper à la porte du big boss et prendre un café, partager tes idées. Donc, je trouve ça super, c'est hyper, je trouve, riche comme ADN. Et puis, c'est aussi des rencontres. Moi, j'avais demandé à rencontrer mon manager qui était Olivier Auchon, David Kirchhofer, et c'est vraiment avant tout des rencontres humaines qui m'ont donné envie de rejoindre ce groupe, où je me suis vraiment retrouvée et on me disait l'informatique, c'était pas mon environnement de prédilection, mais ils m'ont fait confiance dans le fait où moi je leur ai dit les mains dans le cambouis, c'est mon ADN à moi, donc je vais apprendre vite. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça a été un peu soit dans la piscine sans les bouées. mais voilà, c'était le jeu de ma pauvre Lucette, je savais dans quoi je m'embarquais. Et c'est encore une entreprise aujourd'hui que je recommande pour ces valeurs-là. Parce qu'il y a un souci vraiment de la qualité client qui est extrêmement importante, mais aussi de l'humain, de l'équipe. On est parfois dans des sujets complexes qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'implication, mais il y a vraiment un souci justement d'entraide, d'humain, de partage de la connaissance qui sont très très chers pour moi. Et tu as un petit peu gravi les échelons puisque tu es rentrée en tant que directrice conseil expert et aujourd'hui tu es vice-présidente. Donc ça veut dire que voilà, cette progression elle a été possible, elle a été voulue de ton côté. Qu'est-ce qui t'a motivé toi pour gravir ces échelons et pour arriver à la place où tu es aujourd'hui chez CGI? Alors d'abord, je pense qu'il y a un péché d'orgueil. C'est terrible, mais c'est ça. C'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est très bien. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. C'est un besoin je pense, de réussir, mais aussi de renouveau. Et dans le fait de gravir des échelons, il y a toujours on va dire un champ des possibles qui augmente. Et moi, je trouve ça génial de changer de terrain de jeu ou d'avoir de nouveaux outils pour performer. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en passant vice-présidente, ça me donnait accès à un autre terrain de jeu qui était de pouvoir accéder plus facilement à des C-level, qui était d'accéder à une dimension stratégique dans l'impact que je pouvais avoir pour le groupe et auprès de mes clients. C'est-à-dire qu'il y a une implication qui est différente dans la stratégie interne de CGI. Une capacité à participer différemment aussi. CGI se développe à la fois en ayant plus de collaborateurs, donc en embauchant, mais aussi en rachetant des entreprises. Et donc, c'était la possibilité aussi de participer de manière plus stratégique à des due diligence et acquisitions. Et c'est vrai que c'est passionnant. Donc, il y avait aussi cette ouverture-là d'autres possibles, cette découverte d'autres niveaux d'interaction dans l'entreprise. D'accord. Bon, je pense que je connais déjà la réponse, mais est-ce que cette évolution, elle a été facile ou est-ce que tu as rencontré des obstacles? Et si oui, comment tu les as surmontés? Moi, je l'ai trouvé difficile. Ce qui est intéressant, c'est que CGI, je le disais, a une nature très humaine et je pense, en tout cas moi je le vis, très impartial, j'ai envie de dire, en termes de genre, en termes de diversité. D'ailleurs, CGI est concrètement très engagé en faveur de la diversité et puis d'une plus grande parité femmes-hommes. Donc ça, moi je le vois au quotidien, j'y participe aussi, mais je le vois vraiment. Et à côté, il y a quand même toute cette éducation sociétale française, où je trouve que c'est plus compliqué pour les femmes de mettre en visibilité finalement leur performance, leur travail. Quand on dit progression, promotion, c'est accès vers des sphères qui sont encore aujourd'hui très occupées par des hommes, donc qui sont régies par des codes masculins inconscients,
mais aussi des problématiques masculines, si je puis dire. Donc, les femmes, quand elles accèdent à des postes à responsabilité, ont généralement des problématiques différentes de celles des hommes, même si ça tend à bouger, qui ont trait à leur nature de femme physiologique, que sont les règles, la maternité, qui sont aussi la charge mentale, même si elle tend à se rééquilibrer. Et moi, j'ai grand bonheur à avoir beaucoup d'hommes de plus en plus me dire, moi, je pars à 4 heures parce que je vais chercher ma fille et j'en suis ravie et je trouve ça génial parce que c'est modélisant pour les hommes. Néanmoins, c'est encore beaucoup les femmes qui gèrent tout ça. Et voilà, et dans l'inconscient collectif, je pense que c'est plus compliqué pour une femme aujourd'hui qu'on voit sa valeur. Voilà. Et pour moi, ça a été aussi ce que j'ai ressenti dans ma promotion et dans ma progression, c'est qu'il a fallu que j'ai eu parfois le sentiment de devoir défoncer les portes, quoi, pour montrer ma valeur et avoir cette promotion. Ouais. Et ce qui n'enlève rien au fait que j'ai eu aussi des hommes qui ont été extrêmement sponsors pour moi. Il y a 3 hommes particulièrement qui ont été très soutenants et promoteurs dans ma promotion. Mais je pense que je n'aurais pas secoué le cocotier, affirmé maintes et maintes fois que je voulais être VP et que je le méritais. Je pense qu'on se serait bien satisfait du fait que je restais DCS, quoi. DCE, pardon. Voilà. Donc oui, et en fait je m'en réjouis et c'est aussi quelque chose d'important. Moi on m'a éduqué en me disant il faut pas réclamer, mais en fait j'ai envie de dire mais si réclamer haut et fort ce qui est important et ce qui est dû, voilà, réclamons. J'adore. Bon, j'enchaîne. Tu parlais des problématiques, on va dire typiquement féminines par opposition à ce qui peut être les préoccupations masculines. Il y en a une que tu as citée toi-même, la maternité. Tu me disais que tu as récemment eu une petite fille. Comment tu as réussi à concilier ou est-ce que pour toi c'est facile de concilier l'ambition professionnelle et la maternité? Comment ça a été reçu? Comment tu as vécu les choses? Alors déjà, moi, la question de l'équation maternité et ambition, ou plutôt inéquation, ou devoir choisir entre l'une et l'autre, ça n'a jamais été un sujet. C'est-à-dire que pour moi, il n'a jamais été question de choisir entre l'un et l'autre. Et je me rappelle même d'un échange avec un médecin à qui je demandais des conseils justement pour gérer mon parcours PMA avec mon ambition professionnelle, et qui m'a répondu qu'il fallait choisir. Et le truc qui m'a mise très en colère. Et ma réponse était, c'est hors de question. On ne demande pas à un homme de choisir entre famille et carrière professionnelle. Donc, déjà, c'est le premier point. Pour moi, la question ne se posait pas et les deux, si je le souhaitais, devaient aller de pair. Ce qui a été dur pour moi, ça a été de mener mon parcours PMA, plus ma carrière professionnelle. On pense souvent, je pense en tant que femme, que c'est jamais le bon moment. Donc, et moi, tout se précipitait en même temps. Mon âge faisait que j'avais plus forcément beaucoup de temps, puisque j'avais 44 ans, comme je le disais. Donc, je suis tombée enceinte, j'avais 42 ans. Et c'est vrai que j'ai mené ce parcours PMA en secret. Et au risque de déplaire peut-être à beaucoup d'hommes, moi, je trouve que les femmes sont des warriors, parce qu'un parcours PMA, c'est un parcours qui veut dire beaucoup de logistique, puisqu'il y a des examens à des moments très précis à faire, on ne peut pas les anticiper, ils sont liés à notre cycle. Il y a beaucoup d'hormones à prendre, beaucoup de médicaments qui vont du coup influencer notre résistance émotionnelle, mais aussi notre fatigue. Et donc tout ça, le mener de front en secret avec une grosse charge de travail, une mission que j'avais prise à responsabilité, et puis un environnement qui reste quand même assez masculin, donc qui, je pense, n'a pas forcément conscience que les femmes doivent gérer ce type de choses, et ben je trouve ça dur. Moi je trouvais ça très dur, mais je le regrettais absolument pas, et je le referais un million de fois s'il le fallait, parce que à la clé j'ai eu cette petite fille. Une fois que j'ai été enceinte, j'ai eu un accueil très positif et chaleureux de mon entourage professionnel. Donc la question, elle s'est pas posée, dans le sens où j'avais vraiment, je pense, un vrai bonheur de mon entourage de ce qui m'arrivait. Après, j'ai trouvé que mener grossesse et poste à responsabilité était très dur, parce que pareil, beaucoup de pression, beaucoup de travail. Et quand on est en plus avec
cette casquette de consultant en mission chez les clients, voilà, la charge est importante. Le travail, c'est aussi pour l'interne, pour l'externe. Et j'avoue que moi, j'ai été mon pire ennemi, je pense, dans le sens où je voulais absolument démontrer que je pouvais faire mon travail enceinte comme un homme. Et ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est-à-dire que je n'ai pas imposé mes limites. Et en fait, la vérité, c'est quand tu peux pas faire ton travail comme un homme parce que tu n'es pas un homme, parce que tu crées la vie, parce qu'il y a des manifestations physiologiques qui sont normales. Et au final, t'es crevé. Ben moi, j'étais crevée, j'avais l'hypermamnèse. Donc, en gros, j'étais le premier trimestre tout le temps à l'hôpital pour pouvoir me faire des perfusions pour pouvoir me réhydrater. Voilà. Et la grossesse, ben, j'avais aussi 42 ans. J'avais pas 25 ans. Donc, en fait, un métier qui te demande de beaucoup bouger, d'être très présent, d'avoir des longues plages horaires comme je faisais avant, bah, physiologiquement, je dormais plus parce que pour XY raison, bah, ouais, le corps des femmes est chamboulé. Donc, il y a des femmes pour qui c'est finger in the nose, ça se passe super bien et tant mieux. Et puis, il y a des réalités où ça peut être très lourd à porter, ça peut être éprouvant physiologiquement et émotionnellement. Et aujourd'hui, je pense que la clé, c'est que ma fille a une place, bien sûr, très importante dans ma vie, encore plus que je l'ai eu tard. Donc, je sais la valeur que ça a d'avoir un enfant et de désirer un enfant. Et mon ambition est intacte. Je dirais que la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'assume la place que je fais à mon rôle de mère et à ma fille dans ma vie. Donc, ça veut dire typiquement, entre 18h et 19h30, je ne suis pas disponible. Et c'est OK. Et je le dis. Et je pense que l'assumer et le dire clairement rend les choses beaucoup plus faciles. Et d'ailleurs, autour de moi, personne ne me fait de réflexion. Donc mon message, c'est je suis disponible si tu veux pour une réunion, pour en discuter après 7h30. Mais 18h, 19h30, je ne suis pas disponible. Et ce temps avec ma fille a de la valeur et il est important pour moi. Et je dis toujours, on ne peut pas demander à un parent, homme ou femme, de travailler de la même façon quand il est parent que quand il n'a pas d'enfant. Donc mon métier, il est tout aussi bien fait, avec une très belle qualité, mais différemment. Parfait, Sophie. On va parler des rôles modèles maintenant. Est-ce qu'il y a eu des femmes comme ça qui t'ont inspirée, étant plus jeune ou même maintenant? Est-ce que tu peux nous partager, voilà, les personnes que tu admires ou qui t'ont guidée? Alors, les premiers rôles modèles, ont été les femmes de ma famille, passées ou actuelles. J'ai mis du temps à réaliser, mais en fait, j'ai grandi dans ma conception de qui j'allais être en tant que femme. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'être une femme indépendante, libre et indépendante financièrement. C'était quelque chose qui était voilà, un prérequis. Il n'y avait pas de question là-dessus. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Et en fait, j'ai mis un peu de temps avant de voir que c'était lié justement aux femmes de ma famille. Je dis souvent en rigolant que voilà, elles sont pas patronnes du CAC 40, mais pour moi qu'elles ont encore plus de valeur parce que ce sont des femmes qui ont fait preuve de beaucoup de courage, encore plus sur la génération passée de mes grands-mères, où le rôle de la femme était, je pense, encore plus difficile en quelque sorte. Et être une femme qui s'affranchit, qui travaille, qui élève ses enfants généralement seule, dans des conditions compliquées et qui est indépendante financièrement, ben voilà, c'était pas une évidence. C'était pas une évidence. Où voilà, je pense à mes grands-mères, à ma tante, à ma mère aussi. Et au final, c'est ce qui a forgé une identité chez moi qui très tôt mettait comme socle de la féminité de la femme que j'allais devenir ces piliers comme la liberté, l'indépendance, la liberté aussi de disposer de mon corps, la liberté de pouvoir choisir qui je veux être. Voilà, les hommes aussi ont eu un impact, mais vraiment, je pense que c'est plus les femmes qui m'ont... et en général, c'est ça. En termes de rôle modèle, ce sont des femmes qui vont te parler, qui vont t'offrir des possibles. On parle bien sûr sur les réseaux de femmes qui réussissent en entreprise, mais il y a les sportives, il y a les femmes du quotidien qui ont 3 jobs pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, parce qu'on va pas se mentir, hein, un quart des familles monoparentales sont aujourd'hui... Non, un quart des familles, sont des familles monoparentales et dans ce cas, il y a 80% qui sont gérées par des femmes. Donc, ces femmes-là, pour moi, elles sont extraordinaires. Donc, c'est plus, moi, je trouve, le chemin de chacune qui est inspirant. Après, pour donner quelques repères, c'est vrai que forcément, j'ai une grande sensibilité dans la vie publique par rapport aux femmes qu'on peut voir.
et aussi bien dans la sphère politique, par exemple. Moi, il y a une femme qui me touche beaucoup, qui est une femme néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qui est l'ancienne première ministre néo-zélandaise, et qui vraiment promeut un leadership avec de l'empathie. Ça me parle mais énormément. Je trouve qu'elle a ouvert une voie aussi à ce qu'on sorte de ce schéma où pour pouvoir être leader, il faut être une femme comme un homme. Non, on peut être leader avec... D'ailleurs, le leadership, pour moi, n'est pas un leadership masculin ou féminin, mais voilà, s'autoriser à mettre de l'empathie, qu'on soit homme ou femme, dans son leadership. Je trouve ça assez extraordinaire. Il y a plein de femmes politiques françaises qui m'inspirent, mais là, je n'ai pas le temps de les développer, mais que ça soit Marie-Pierre Rixin, qui a joué un rôle très important dans la parité femmes-hommes aujourd'hui en entreprise. Il y a Elbron Pivet, première femme à être présidente de l'Assemblée, Elisabeth Borne, seconde femme première ministre, voilà, qui a aussi à toute mon admiration. Christine Lagarde, il y a beaucoup de politiciennes qui m'inspirent. Dans l'art et la culture, voilà, il y a des romancières, autrices que j'aime beaucoup, comme Amanda Sters ou Leila Slimani. Mais on peut aussi être un peu plus exotique avec Pink, par exemple, qui, je trouve, est une artiste indépendamment des choix musicaux, mais qui défend des valeurs féministes très fortes et des choix artistiques, humains et politiques très forts. Dans le journalisme, dans les référents intellectuels, voilà, Caroline Fourest, qui érige la raison comme combat, et j'aime beaucoup ça. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas grave. C'est la raison et le débat des idées qui est extrêmement important. Delphine Orviller, première femme rabbin, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Et puis il y a des femmes qui se battent pour l'indépendance financière, des femmes. Et là, on va parler de Héloïse Boll, Oseille et compagnie, Hélène Gerby, qui a mis en place FEMCA, qui permet aux femmes d'avoir une éducation financière. Et ça, c'est un autre message que je voudrais passer. C'est important de construire sa propre éducation financière, qui, j'espère, sera inscrite à l'école pour les hommes et les femmes plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, que les femmes s'emparent de leur pouvoir financier, de leur indépendance financière. Donc, il y a aussi Titou Lecoq qui a fait un super bouquin, Insa Felassini. Voilà. Et puis, un autre sujet, je trouve, qui est important dans les femmes qui m'inspirent, c'est la résilience de femmes qui ont vécu des violences conjugales, comme Sarah Baruch ou Vidgis ou Maurice Herrera, qui en ont fait une force aujourd'hui, quand sont sorties, et quand on fait une force. C'est un mal qui, pour moi, est insidieux et dans lequel l'entreprise aussi a un rôle à jouer. Parce que la violence physique ou psychologique dans les violences faites aux femmes, l'entreprise a un rôle à jouer aussi là-dessus. Donc bref, voilà. Donc beaucoup de femmes. Je pourrais donner d'ailleurs en commentaire des références de podcasts et de livres à lire s'il y a l'inspiration ou l'envie en tout cas d'ouvrir ses chakras. Mais il y a beaucoup de femmes extraordinaires autour et il faut oser s'entourer de femmes plus intelligentes que soi qui ouvrent des ponts extraordinaires dans la vie, quoi. Tu as cité plein de domaines, politiques, artistiques, culturels, etc. Dans l'entreprise et dans le monde du numérique, comment toi tu vois l'évolution de la place des femmes ? Il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est que souvent on m'a demandé... dernièrement, j'ai participé à une initiative que j'adore chez CGI qui s'appelle Daughter at Work, qui a pour but justement d'influencer les perceptions, parce qu'on sait qu'on parlait de rôle modèle, mais la projection d'un être humain, elle passe par les rôles modèles et par ce qu'elle voit. Et donc, actuellement, c'est vrai que ces derniers temps, moi, quand je suis arrivée dans l'informatique ou quand j'ai grandi en tant qu'adolescente, l'informatique n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Donc, moi, j'ai eu un premier PC, j'avais 22 ans, 23 ans. Donc, pour vous dire, vous voyez, j'ai grandi avec le modem pour Internet, ça des bip bip bip, voilà, ça n'avait rien à voir. Donc, il n'y avait pas cette représentation d'un univers qui n'était pas accessible aux femmes, en tout cas qui était réservé aux hommes. En revanche, oui, en grandissant, j'ai vu comment, au final, cet univers était plutôt codé masculin. Et l'entreprise CGI, voilà, a ce programme Daughter at Work qui a pour but de créer et de façonner des rôles modèles et d'ouvrir ce monde aux petites filles pour qu'elles puissent se projeter aussi dans des rôles de l'informatique. Donc moi, j'avais pas cette barrière-là. Et mon évolution, en fait, je peux pas te dire comment je la vois, dans le sens où, encore une fois, moi, j'aime me laisser inspirer par mes rencontres et par l'évolution aussi du numérique au sens général. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que les femmes aujourd'hui en France, elles sont 52% de la population française. Donc, elles contribuent aussi très fortement à la richesse de notre société. Et ce que je voudrais, c'est que demain, on ait 52% de femmes dans le numérique également.
Voilà, pour moi, c'est une aberration qu'on ne reconnaisse pas la valeur des femmes dans les entreprises. J'ai la chance d'avoir un groupe qui œuvre pour que cette proportion des femmes soit de plus en plus importante. Et ce que j'aimerais, c'est y compris dans le monde du numérique, on ne voit plus la maternité comme un coût, mais vraiment comme un gain de productivité. Encore une fois, sans les femmes, il n'y a pas de future génération. Sans les femmes, il n'y a personne pour payer les retraites. Donc, c'est important. Et je pense que le numérique, du coup, on doit accompagner cette évolution des mentalités. Voilà. Donc, moi, le numérique, je le vois plus féminin. Je le souhaite plus féminin. Je le souhaite dans une meilleure conjugaison, je pense, de nos différences et apports, de la diversité au sens large. Et moi, à ma place, je ne sais pas. Je l'espère toujours dans le numérique, mais comment, quoi, je ne sais pas. À voir, à définir, à rêver peut-être. Donc quand on t'écoute, on a envie de se lancer directement dans une carrière informatique, mais je pense que s'il y en a qui doutent encore, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles se lancent, quoi, tout simplement. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être premièrement honnête envers soi-même. C'est-à-dire de pas définir ou de pas se projeter par rapport au code de la société, ou à ce que nos parents voudraient qu'on fasse, ou à ce que l'école ou la conseillère d'orientation nous a dit. Voilà, c'est oser rêver et rêver très grand. Et ne laisser personne définir qui vous serez. Et assumer. Moi, à partir du moment où en fait on assume ses envies, ses désirs, ses trajectoires, on s'en fout de ce que pensent les autres, quoi. Parce qu'on est en accord avec soi-même. Et donc, du coup, quand j'y rêvais grand, moi, j'ai souvent, si ma fille, elle veut être astronaute, président de la République, et élever des chimpanzés en Ouganda, bah, moi, elle me dit ça, bah, je lui dirais, go, ma fille, quoi. Vas-y. Donc, voilà, rien n'est impossible. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Moi, je m'appelle Sophie. Donc, j'ai été bercée par Sophie la sagesse. Et effectivement, j'ai été une petite fille très sage, très bonne à l'école. Bah, voilà, tous les codes qu'on peut associer à la petite fille de ma génération. Et il y a un livre que j'ai eu entre les mains qui s'appelle de Ute Erhardt, qui s'appelle « Les filles sages vont au ciel, les autres où elles veulent ». Et je trouve que ce titre résume tout. Il est extraordinaire. Ne soyons pas sages, ne soyez pas sages, osez perturber, chahuter l'ordre établi, bien sûr dans le respect des autres et de la vie en société, mais voilà, il faut oser bousculer, rêver, penser différemment, penser contre soi-même, et surtout rêver grand. Voilà. Et entourez-vous de gens qui vont vous mettre le pied à l'étrier, hommes et femmes. Débarrassez-vous des parasites, quoi, vraiment. C'est hyper important parce qu'au final, on est la moyenne des gens qu'on côtoie. Et donc, entourez-vous de gens intelligents, brillants, créatifs, qui ont envie. Et ça va vous donner de l'énergie pour rêver grand et encore plus grand. Voilà. Et justement, la peur, tu disais que c'est un moteur pour toi. D'un premier abord, ça peut paraître un peu étrange. Est-ce que tu peux nous expliquer cette philosophie ? Oui, pour moi, la peur est liée au courage. Le courage, c'est pas de faire ce qui est facile et ce qu'on sait faire, en fait. Hein, tu vois, c'est pas d'être... on voit ça comme « Ah, elle est courageuse, c'est extraordinaire ». Non, pour moi, le vrai courage, c'est de dépasser ses peurs. Et c'est le courage aussi d'être honnête envers soi-même et de se dire « C'est important pour moi, j'en rêve et je vais me donner les moyens d'y arriver ». Et tu vois, ça peut vouloir dire, parce que ça veut pas dire que c'est facile du tout. Ça peut vouloir dire que tu vas bouffer des pâtes pendant 3-4 ans, ça peut vouloir dire que tu vas renoncer à ta manucure et à ton coiffeur et à ton confort parce que tu vas mettre toutes tes billes dans un projet qui est hyper important pour toi. C'est ça pour moi le courage, c'est être honnête envers soi-même et affronter ses peurs. Ça veut pas dire que tu les surmontes, mais au moins tu les affrontes, tu essayes. Et ça même je trouve aussi la culture de l'échec. Qui est très française, où l'échec est mal vu, et alors que non, l'échec, tu apprends, c'est avec l'échec qu'on apprend d'ailleurs. On apprend aussi le succès, mais c'est avec l'échec qu'on apprend. Et je dis souvent que c'est plus bref, je trouve, pour les femmes que pour les hommes. Les femmes se relèvent toujours. Tu as un échec, tu tombes, mais tu te relèves. Et tu te relèves toujours. Les femmes se relèvent toujours. Et c'est ça que je trouve assez admiratif. Et voilà, donc affronter ses peurs, les identifier, les nommer, s'entourer de gens qui vont nous aider aussi à dépasser. On n'est pas seul. Faut arrêter de croire qu'on est seul. Non, il y a plein de femmes et d'hommes qui sont là pour nous aider. Voilà, donc et je trouve que c'est une des plus belles récompenses d'ailleurs. Allez, dernière question, parce que je crois qu'on a vu
plein de choses. On a un peu mélangé sur les derniers trucs, mais t'as dit tout ce que tu voulais dire. Donc peut-être le dernier message d'encouragement pour nos auditrices qui résume un peu finalement les dernières minutes de notre échange là. Comme ça, on a la synthèse de tout ce qu'on doit faire. Dernier message. J'aime bien, je ne sais pas si vous avez connu Mimi Cracra, qui était un personnage de bande dessinée. Et osons aider Mimi Cracra, sauter dans l'eau, se salir, mettre les mains dans le cambouis, rêver grand. Et puis, je dirais que moi, le cadeau que j'ai au quotidien, ce sont les podcasts. Les livres, bien sûr, mais les podcasts qui sont plus faciles peut-être à intégrer dans un quotidien qui est compliqué. Et il y a plusieurs podcasts que je vous inviterai à aller écouter. Il y a d'abord Legend Ladies de Laura Le Sueur. Elle doit être à 250, je pense, podcasts, entretiens de femmes, mais tellement inspirantes, diverses, variées, mais c'est un bonheur. Ça ouvre des portes. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Et puis, en tant que telle, Laura Le Sueur est extrêmement inspirante. Et puis, il y a aussi le podcast de Génération Do It Yourself, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Ou pareil, il a des interviews, mais tellement, elles sont plus longues, mais tellement enrichissantes, elles ouvrent les chakras, c'est du bonheur en barre, quoi. Donc, les podcasts, vous n'avez pas le temps de lire. Écoutez les podcasts, tu les écoutes dans le métro, quand tu fais ta lessive, j'en sais rien, quand tu fais ton ménage. C'est très facile d'accès et je trouve que c'est ce qui te donne de l'élan aussi pour rêver grand. Donc voilà. Soyez des Mimi Cracra, rêvez grand et écoutez des podcasts. Écoute, ce sera le mot de la fin. Trop bien. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et restez connectés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'une Voix pour elle.